Le jour où mon frère a déclaré devant le notaire que je n'avais jamais rien fait pour cette famille, il ignorait que j'avais dans mon sac chaque facture, chaque email resté sans réponse, ainsi que les relevés bancaires de notre mère. Je m'appelle Carly, j'ai 59 ans, et depuis mon divorce, je vis seul dans un petit appartement au 3e étage d'un immeuble tranquille, avec un voisin du dessus qui marche trop fort et une boulangère en bas qui connaît mon prénom sans que je sache vraiment pourquoi. Je travaille encore comme responsable technique dans une entreprise de maintenance. C'est un métier où l'on apprend à écouter les bruits avant que les machines cassent pour de bon. Une chaudière qui claque, un ascenseur qui vibre, une porte coupe-feu qui ferme mal, tout laisse des signes avant la panne. Dans ma famille, c'était pareil. Je voyais les signes. Je réparais. Je payais. Je réglais les urgences. Et quand je demandais pourquoi j'étais toujours le seul à venir, on me répondait que j'exagérais. Mon père, André, appelait cela être rigide. Mon petit frère, Laurent, appelait cela faire son intéressant. Moi, pendant longtemps, j'ai appelé cela être le fils qu'on dérange seulement quand il y a un problème. Chez nous, Laurent avait toujours été celui qu'il fallait comprendre. Quand il perdait un emploi, c'était parce que son patron ne l'avait jamais respecté. Quand il empruntait de l'argent et oubliait de le rendre, c'était parce qu'il traversait une mauvaise passe. Quand il arrivait en retard au repas, on gardait son assiette au chaud. Quand moi j'arrivais avec 10 minutes de retard après une intervention sur un site, mon père me reprochait de ne pas faire d'efforts, en me rappelant que ma mère m'attendait. J'ai grandi avec cette phrase en tête, ton frère a besoin qu'on l'aide, tandis que toi, tu retombes toujours sur tes pieds. À force, j'ai fini par croire que c'était une qualité de retomber sur mes pieds. Je ne comprenais pas encore que, pour eux, cela voulait dire que je n'avais jamais le droit de tomber. Ma mère, Mireille, n'était pas cruelle. C'est important de le dire. Elle avait de la douceur, surtout dans les petits gestes. Elle gardait toujours une part de tarte pour moi, elle me demandait si je mangeais correctement depuis mon divorce, elle me glissait des torchons propres dans un sac en disant que les miens devaient sûrement être usés. Mais elle avait passé sa vie à lisser les colères de mon père et à excuser Laurent. Elle disait souvent que je connaissais mon frère et qu'il était fragile. Moi aussi, j'étais fragile parfois. Seulement, chez moi, cela ne se voyait pas assez. Après mon divorce, mon appartement est devenu pratique pour tout le monde. J'étais seul, donc disponible. Je n'avais plus d'enfants à la maison, donc libre. Nora, ma fille, avait déjà son travail, son compagnon, sa vie. Elle m'appelait souvent, mais elle n'avait pas besoin que je sois derrière elle. Pour mon père, c'était simple, je pouvais venir. Quand la chaudière de la maison familiale a commencé à faire un bruit de vieux tracteur, c'est moi qu'on a appelé. Quand les volets du salon se sont coincés en plein hiver, c'est moi qui ai passé mon samedi sur une échelle, les doigts engourdis. Quand il a fallu revoir l'assurance habitation parce que les prélèvements n'étaient plus à jour, c'est encore moi qui ai sorti les papiers, appelé l'agence, attendu 20 minutes avec une musique insupportable au téléphone. Laurent, lui, envoyait des messages pour dire qu'il passerait le lendemain s'il le pouvait. Puis, le jour suivant, il affirmait être débordé par un gros dossier et me demandait de gérer la situation. Un autre jour, il promettait de se rattraper. Il ne se rattrapait jamais. Et le pire, c'est que personne ne lui en voulait longtemps. Mon père soupirait un peu, puis finissait par dire qu'il avait ses soucis. Moi, mes soucis devaient attendre dans le couloir. La maladie de maman n'est pas arrivée d'un coup. Au début, c'était de la fatigue. Elle oubliait les rendez-vous, mélangeait les ordonnances, laissait le gaz ouvert sous une casserole vide. Mon père disait que c'était l'âge. Moi, je voyais bien que quelque chose changeait. Je l'ai accompagné chez le médecin traitant, puis chez le cardiologue, puis à l'hôpital pour des examens. J'avais un cahier à spirale où je notais les horaires, les prises de sang, les renouvellements d'ordonnances, les numéros de la mutuelle. Maman avait honte de me solliciter et me répétait qu'elle ne voulait pas m'embêter. Je lui répondais toujours la même chose, elle ne m'embêtait pas, il suffisait de me dire où se trouvaient les papiers. Les papiers étaient partout. Dans le buffet de la salle à manger, sous une pile de magazines. Dans une boîte à chaussures avec des photos de vacances. Dans le tiroir de la cuisine avec des piles usées, des tickets de caisse et 3 vieux stylos qui ne marchaient plus. Je retrouvais des courriers de la sécurité sociale non ouverts, des factures de pharmacie, des relevés de mutuelle, des avis d'échéance. Je classais tout dans des chemises cartonnées que j'achetais au supermarché du coin. Laurent trouvait cela drôle.
Un dimanche, il était passé 1 heure, juste assez longtemps pour manger et demander à maman si elle pouvait l'aider un peu financièrement pour finir le mois. Il m'avait vu trier les papiers sur la table. Il m'a conseillé de me détendre, ajoutant que je ressemblais à un contrôleur fiscal. Mon père avait ri. Pas méchamment, peut-être. Mais il avait ri. Maman avait baissé les yeux. Ce jour-là, je n'ai rien dit. J'ai continué à ranger les ordonnances par date. Je savais déjà que si je répondais, on me reprocherait de gâcher le repas. Les mois suivants, tout s'est accéléré. Il y a eu l'aide à domicile à organiser, le dossier pour les aides à l'autonomie à remplir avec la mairie, les transports médicaux, les passages à la pharmacie, les repas qu'elle ne finissait plus. Mon père vieillissait aussi, mais refusait de l'admettre. Il voulait commander, pas gérer. Il refusait de faire entrer des inconnus chez nous. Puis, 2 jours plus tard, il m'appelait parce que maman était tombée dans la salle de bain. Je quittais le travail plus tôt, je posais des demi-journées, je répondais aux appels entre 2 interventions. Mes collègues le voyaient bien. Un jour, Samira, au bureau, m'a demandé comment je tenais le coup. J'ai haussé les épaules en répondant que je faisais comme tout le monde. Elle m'a regardé comme si elle n'était pas dupe, mais elle n'a pas insisté. J'ai apprécié sa discrétion. La maison familiale, elle aussi, se dégradait. La toiture avait pris l'eau du côté de la chambre du fond. Mon père m'accusait de chipoter pour 3 tuiles. Je lui ai montré la trace au plafond. Je lui ai expliqué que ces 3 tuiles causaient une infiltration, que l'isolation serait ensuite touchée, et que les réparations coûteraient alors 2 fois plus cher. Il a grogné, puis m'a laissé appeler un couvreur. J'ai avancé une partie de la facture parce que le compte de mes parents était déjà juste ce mois-là. J'ai gardé le devis, la facture, le justificatif du virement. Pas pour préparer une guerre. Simplement parce que, dans mon métier, une intervention non documentée est une intervention qui n'a jamais existé. J'ai fait pareil pour la chaudière, les volets, le portail, la réparation de la fuite sous l'évier, la mutuelle quand il a fallu régulariser une cotisation en retard. Je n'ai jamais présenté l'addition à mes parents. Maman le savait parfois, parce qu'elle voyait les enveloppes, les tickets, les messages de confirmation. Un soir, alors que je rangeais les boîtes de médicaments sur le plan de travail, elle m'a attrapé le poignet. Elle m'a demandé de tout garder, même si cela paraissait inutile. Je lui ai souri en rappelant que je gardais toujours tout, par habitude. Elle a serré un peu plus fort, insistant pour que je conserve vraiment la moindre trace. Je n'ai pas compris tout de suite. Ou plutôt, je n'ai pas voulu comprendre. Les premiers retraits inexpliqués, je les ai remarqués par hasard. Maman m'avait demandé de vérifier un prélèvement de mutuelle. Elle avait une procuration limitée sur certains actes, et mon père m'avait donné les codes de l'espace bancaire en ligne en râlant, car il affirmait manquer de patience pour ses démarches. En regardant les relevés, j'ai vu des retraits d'espèces de 300, puis 500 €, parfois 2 fois dans le mois. À cette période, maman ne sortait presque plus seule. Mon père allait au marché, certes, mais il payait surtout par carte. Ces espèces disparaissaient sans explication. J'ai interrogé mon père au sujet de ces retraits. Il a balayé l'air de la main, prétendant que ma mère aimait bien avoir du liquide. Je lui ai fait remarquer qu'elle ne se rendait plus au distributeur. Il a alors rétorqué qu'il y allait pour elle et m'a ordonné de ne pas insister. J'ai noté la date, sans ajouter un mot. Pas parce que je le croyais. Parce que j'avais appris qu'une question posée trop tôt permet aux gens de préparer leur justification. Puis j'ai vu des virements. Certains avaient un libellé indiquant une avance pour Laurent. D'autres n'avaient rien. J'ai retrouvé dans le téléphone de maman, avec son accord, des messages de mon frère. Il lui écrivait qu'il était dans une situation délicate, promettait de la rembourser rapidement et la suppliait de ne rien dire à notre père pour éviter les reproches. Un autre message réclamait 600 € en urgence, en précisant que je ne devais pas être mis au courant pour ne pas juger. J'ai senti une chaleur désagréable monter dans ma poitrine. Je n'étais même pas surpris. C'est cela qui m'a fait mal. Je n'étais pas surpris. J'ai demandé à maman, doucement, si Laurent la sollicitait souvent financièrement. Elle a regardé la fenêtre de la cuisine, comme si la réponse se trouvait dehors, et a avoué qu'il rencontrait des difficultés. Face à mon insistance mesurée, elle a murmuré qu'il promettait toujours de la rembourser. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas appelé Laurent.
Je lui ai juste proposé mon aide pour mettre les choses au clair. Après un long silence, elle a refusé, craignant la colère de mon père. Voilà comment cela fonctionnait chez nous. On ne faisait pas les choses justes. On faisait les choses qui évitaient la colère d'André. Quand maman est morte, à 79 ans, j'étais dans la chambre d'hôpital. Mon père était rentré se reposer. Laurent avait envoyé un message à 22 heures pour dire qu'il arriverait le lendemain matin et qu'il fallait le tenir au courant. Il n'est pas arrivé le lendemain matin. Il est venu en début d'après-midi, avec une chemise noire mal repassée et l'air de quelqu'un qui voulait qu'on voie sa peine. Je ne lui retire pas sa douleur. Il aimait maman à sa manière. Mais sa manière impliquait toujours que quelqu'un d'autre fasse le travail difficile autour. Les obsèques ont été dignes, simples. Mon père tenait debout comme un mur fissuré. Laurent pleurait fort. Moi, je signais les papiers, je répondais aux pompes funèbres, je vérifiais l'heure de la cérémonie, je ramenais mon père à la maison. Nora était venue. Elle m'a serré dans ses bras devant la voiture et m'a conseillé de respirer, m'assurant que je n'étais pas obligé de tout porter ce jour-là. Je n'ai pas répondu. Je ne savais plus comment poser le fardeau que je portais. Après l'enterrement, il y a eu un repas dans la maison familiale. Un repas trop silencieux, avec une nappe propre, des assiettes sorties pour montrer qu'on restait une famille convenable, et des plats que personne ne goûtait vraiment. Claire, ma cousine, était là. Elle avait toujours été plus proche de maman que de mon père. Elle observait beaucoup, parlait peu. À un moment, alors que je débarrassais des verres pour éviter d'écouter le silence, mon père a déclaré qu'il fallait aborder le sujet de la maison. Je me suis arrêté près de l'évier. Laurent a baissé les yeux sur son assiette, mais je voyais bien qu'il savait déjà. Mon père a poursuivi en expliquant que, pour éviter les conflits, il pensait que le mieux serait que Laurent la conserve. J'ai attendu qu'il ajoute quelque chose. Une question, peut-être. Une ouverture. Rien. J'ai prononcé le prénom de mon frère, espérant une réaction. Laurent a pris un ton doux, presque gêné, pour m'expliquer que j'avais déjà mon appartement, tandis que sa situation actuelle était complexe. Il a ajouté qu'il pourrait s'occuper de la maison et la faire vivre. J'ai regardé autour de moi. Les volets que j'avais réparés. La trace au plafond que j'avais fait traiter. La chaudière que j'avais relancée en plein mois de janvier. Le jardin que j'avais tondu quand mon père ne pouvait plus pousser la tondeuse. J'ai répété ces mots, lui demandant s'il comptait vraiment s'en occuper. Mon père a posé sa serviette et m'a reproché mon ton, affirmant que nous n'allions pas nous disputer pour des questions matérielles et que ma mère n'aurait pas voulu cela. Cette phrase, je l'ai reçue comme une gifle propre. Pas une blessure physique. Une remise à l'ordre social, familial, celle qu'on assène avec des mots polis. Je n'ai pas répondu. Pas ce soir-là. Je savais que la table n'était pas un lieu de vérité. C'était un décor. Après le repas, je suis resté pour ranger la cuisine. Laurent est parti assez vite, prétextant un besoin d'air. Mon père est monté se coucher. Claire m'a aidé à essuyer les assiettes. Elle m'a dit doucement que j'avais beaucoup fait pour Mireille. J'ai eu un petit rire sec et j'ai répondu que ce n'était apparemment pas suffisant pour qu'on s'en souvienne à table. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle savait. Mais comme beaucoup de personnes dans les familles, elle avait longtemps confondu neutralité et confort. Quand elle est partie, j'ai continué à ranger. Dans le placard du bas, derrière des boîtes de biscuits en fer que maman gardait depuis des années, j'ai trouvé une enveloppe à mon nom. Mon prénom écrit de sa main, tremblant mais lisible. Je suis resté accroupi devant le placard, l'enveloppe dans les mains, figé par la surprise. À l'intérieur, il y avait des copies de factures. Toiture. Chaudière. Pharmacie. Aide à domicile. Transport médical. Assurance. Certaines étaient annotées au stylo bleu. Il y avait aussi une feuille pliée en deux. Le message était simple, maman me demandait de garder ces documents, prédisant qu'un jour, on prétendrait peut-être que je n'avais rien fait. Elle m'assurait qu'elle connaissait la valeur de mon aide, même si elle ne l'avait pas toujours exprimée. Elle me suppliait de ne pas les laisser décider à ma place. Sous cette note, elle avait inscrit les coordonnées de Maître Deveau, le notaire, avec une date de rendez-vous fixée quelques mois avant son décès. J'ai dû m'asseoir sur une chaise. Je n'ai pas pleuré tout de suite. J'ai posé les papiers devant moi, bien alignés,
comme si l'ordre pouvait m'empêcher de m'effondrer. Puis les larmes sont venues, sans bruit. Pas seulement parce que maman avait compris. Aussi parce qu'elle avait compris tard. Parce qu'elle avait vu, mais qu'elle m'avait laissé longtemps seul avec cette charge. C'est une douleur compliquée, l'amour d'un parent qui s'exprime après des années de silence. On veut l'accepter. On veut lui en vouloir. On fait les deux en même temps. Les jours suivants, je me suis préparé. Pas comme on prépare une vengeance. Comme on monte un dossier solide quand on sait que les émotions ne suffiront pas. J'ai sorti toutes mes chemises cartonnées. J'ai imprimé les courriels envoyés à Laurent. Les messages où il disait qu'il ne pouvait pas venir. Les captures d'écran où il promettait de rembourser maman. Les factures payées depuis mon compte. Les justificatifs de virement. Les relevés bancaires où apparaissaient les retraits d'espèces pendant les périodes où maman ne sortait plus. J'ai fait des copies papier et une clé USB. Nora est passée un soir avec des plats préparés parce qu'elle savait que j'oubliais de manger quand je me plongeais dans la paperasse. Elle a vu la table couverte de documents et m'a demandé si j'allais tout leur montrer. Je lui ai répondu que je le ferais s'il m'y obligeait. Elle s'est assise en face de moi et m'a fait remarquer que je n'avais pas besoin de faire preuve d'agressivité pour cesser d'être utilisé. Je n'ai pas levé les yeux tout de suite. Elle a ajouté de ne pas signer simplement pour acheter une paix éphémère, m'avertissant qu'il me ferait payer cette faiblesse pendant les 10 années suivantes. Ma fille a parfois une façon de parler qui dissipe net les illusions que je m'entretiens. Je l'ai regardée et j'ai hoché la tête, lui promettant de ne rien signer sans tout comprendre. Elle a posé sa main sur la mienne, insistant pour que je refuse tout accord qui mènerait à mon effacement. Le rendez-vous chez Maître Deveau a été fixé 2 semaines plus tard. La salle d'attente sentait le café tiède et le papier administratif. Il y avait des brochures sur les successions, des fauteuils trop bas, une plante verte fatiguée près de la fenêtre. J'avais mon sac posé contre ma chaise, lourd de dossiers. Mon père était déjà là, droit dans son manteau sombre. Laurent aussi. Il avait l'air presque détendu. Il m'a salué d'un signe de tête, proposant d'aller vite puisque nous connaissions tous l'issue idéale de cette rencontre. Je n'ai pas répondu. Mon père a soupiré, me demandant de faire un effort au vu des circonstances éprouvantes. Maître Deveau nous a reçus dans son bureau. Il avait une voix calme, des lunettes fines, et cette manière qu'ont certains professionnels de ne pas combler les silences trop vite. Sur la table, se trouvait le dossier de succession, l'acte de décès, des photocopies de pièces d'identité, le livret de famille, ainsi que plusieurs documents à parapher. Au début, tout semblait purement administratif. Maître Deveau a rappelé les éléments de la succession, la situation d'indivision, les droits de chacun. Puis mon père a pris la parole, de sa propre initiative, affirmant que nous avions discuté en famille et que j'étais d'accord pour laisser la maison à Laurent, moyennant un arrangement raisonnable. J'ai tourné lentement la tête vers lui pour préciser que je n'avais jamais tenu de tels propos. Laurent a eu un petit rire, m'accusant de jouer sur les mots alors qu'il était question de paix familiale. J'ai rétorqué fermement qu'il était surtout question de mes droits. Mon père s'est raidi, argumentant que mon frère avait plus besoin de cette demeure que moi, étant donné que j'avais déjà un appartement, un emploi et une situation stable. Je l'ai regardé. À 82 ans, il avait encore cette autorité qui avait longtemps suffi à me réduire au silence. Mais ce jour-là, je voyais surtout un homme qui demandait à un de ses enfants de s'effacer pour ne pas avoir à confronter les lacunes de l'autre. Je lui ai répondu calmement que ce qu'il me demandait n'était pas une faveur, mais un renoncement total. Maître Deveau a levé les yeux de ses documents. Il n'a pas pris parti. Il a seulement proposé de clarifier les positions de chacun avant toute signature. Laurent s'est adossé à sa chaise et a commencé à m'attaquer frontalement. Il prétendait que je n'avais jamais voulu de cette maison, que j'avais toujours tout critiqué, et que je passais mon temps à compter les moindres dépenses. J'ai rétorqué que je me contentais de documenter ce que je payais. Il a utilisé cette réponse pour m'accuser d'être froid et calculateur. Mon père a renchéri, déclarant que j'avais toujours eu le cœur sec. Cette affirmation ne m'a pas surpris. C'était presque libérateur, finalement, d'entendre tout cela dit à voix haute. Plus besoin de deviner leurs pensées. Laurent a pris confiance. Il a commencé à détailler ses projets, transformer la chambre du fond en bureau, aménager le garage, changer le portail. Il parlait au futur, comme si la propriété lui appartenait déjà. Mon père hochait la tête. Maître Deveau prenait quelques notes.
Puis Laurent a franchi une limite en m'accusant de faire semblant d'avoir été indispensable. Selon lui, je n'avais jamais rien accompli pour cette famille, me contentant de tenir des comptes. Le bureau est devenu très silencieux. Claire n'était pas là ce jour-là, mais j'ai pensé à son regard fuyant lors du repas. J'ai pensé à maman dans son lit d'hôpital. Au volet coincé. Aux factures de pharmacie. Aux nuits où je rentrais chez moi par le dernier tramway, les mains sentant encore le gel désinfectant, avec un modeste sandwich acheté à la gare en guise de dîner. J'ai regardé le stylo posé devant moi. Auparavant, j'aurais peut-être essayé de me justifier. J'aurais rappelé 2 ou 3 situations, maladroitement. J'aurais espéré que mon père reconnaisse enfin mon aide. J'aurais quémandé une miette de considération. Cette fois, je n'ai rien attendu. J'ai retiré ma main du stylo, annonçant clairement que je refusais de signer. Laurent a cligné des yeux, incrédule. J'ai répété ma décision, exigeant que l'ensemble du dossier soit vérifié avant la moindre validation. Mon père a tapé du plat de la main sur la coudoir, protestant contre cette manière de régler les affaires privées. J'ai ouvert mon sac. Je lui ai répondu que, justement, pendant des années, tout avait été réglé dans l'ombre, sans trace ni vérité, et que cela s'arrêtait aujourd'hui. J'ai sorti le premier dossier, la chemise bleue concernant la toiture. J'ai exposé les faits. Au mois de janvier, face aux infiltrations dans la chambre de maman, Laurent avait promis de venir un samedi mais n'était jamais apparu. J'ai alors présenté le devis du couvreur, la facture et la preuve de mon virement. Laurent a levé les yeux au ciel, agacé que je ressorte de vieux papiers. J'ai sorti la deuxième chemise. Verte. Hôpital, pharmacie, mutuelle. J'ai énuméré les frais du mois de mars, hospitalisation, transports médicaux, régularisation de la mutuelle. J'ai souligné avoir avancé le paiement de 2 factures pour éviter un découvert sur le compte de notre mère. Mon père a murmuré que j'aurais pu les en informer. Je l'ai regardé fixement pour lui rappeler l'avoir fait, ce à quoi il avait répondu à l'époque que je gérais mieux la situation qu'eux. Maître Deveau ne disait rien, mais son expression avait changé. Il n'avait plus l'air d'assister à une simple dispute familiale. Il examinait les pièces avec attention. J'ai posé la 3e chemise. Rouge. Les relevés bancaires, les mouvements d'espèces et les messages. J'ai détaillé la chronologie. En juin, un retrait inexpliqué de 800 € alors que maman ne sortait plus. En juillet, un transfert vers le compte de Laurent sans motif officiel. En août, un message de sa part réclamant 600 € tout en exigeant que je n'en sois pas informé. En septembre, de nouvelles promesses de remboursement. Laurent s'est redressé, outré, m'accusant d'avoir fouillé dans le téléphone de notre mère. J'ai précisé l'avoir fait avec elle, à sa demande, lorsqu'elle cherchait à comprendre pourquoi ses économies diminuaient. Mon père a pâli, me mettant en garde contre mes insinuations. J'ai répondu avec calme que je n'insinuais rien, mais que je demandais une clarification formelle. Laurent a haussé le ton, affirmant n'avoir jamais agi de manière inappropriée envers l'argent de maman et justifiant ces sommes par une aide volontaire de sa part. Je me suis tourné vers lui pour pointer l'incohérence de son raisonnement. Il considérait notre mère parfaitement lucide lorsqu'elle lui remettait des fonds, mais la jugeait soudainement incapable lorsqu'elle rédigeait ses dernières volontés. Il a ouvert la bouche, cherchant une réplique, puis s'est tu. C'est à ce moment-là que Maître Deveau a joint les mains devant lui. Il nous a demandé de ne pas nous interrompre et a révélé l'existence d'un testament plus récent de Madame Mireille, enregistré à l'étude quelques mois avant son décès. Mon père a tourné la tête vers lui, totalement pris au dépourvu, demandant de quel document il parlait. Le notaire a extrait une feuille de son dossier. Il a expliqué que ma mère avait exprimé une volonté très claire concernant la propriété familiale. Elle y indiquait que j'avais assumé l'essentiel de son accompagnement matériel et administratif durant ces dernières années, et qu'elle souhaitait me transmettre la majorité de ses droits sur sa part, dans les limites prévues par la loi. Laurent s'est levé à moitié, s'écriant que c'était impossible et m'accusant d'avoir exercé une pression sur elle. Maître Deveau, gardant son ton professionnel, l'a invité à se rasseoir. Mon père a pris la parole d'une voix basse, lourde de reproches, affirmant que Mireille était fatiguée et que son discernement était altéré. J'ai senti quelque chose se fermer en moi. Pas de la colère. Plutôt un verrouillage intérieur. J'ai rétorqué qu'elle avait conservé suffisamment de lucidité pour comprendre que Laurent la sollicitait financièrement en secret. Mon frère m'a alors reproché de vouloir ternir la réputation familiale pour une simple maison. Je l'ai regardé droit dans les yeux,
lui assurant que je refusais désormais de me sacrifier pour protéger leurs arrangements. Mon père a tenté d'intervenir en prononçant mon prénom, mais je ne l'ai pas laissé finir. J'ai conclu en affirmant que, pour une fois, ce n'était pas à moi de me justifier. Le silence qui a suivi a été plus marquant que n'importe quel cri. Laurent fixait les dossiers comme s'ils étaient apparus par magie sur la table. Mon père regardait dans le vide, incapable de reprendre sa posture de patriarche. Le notaire a repris les documents un par un, sans précipitation, conservant une totale neutralité. Il a ensuite déclaré qu'au vu des éléments présentés, il était indispensable de suspendre toute signature. Il a précisé que les flux financiers devaient être clarifiés avant le partage, afin de déterminer si certaines sommes devaient être réintégrées à la succession. Il m'a également conseillé de transmettre ces pièces à un avocat si je souhaitais obtenir un avis juridique sur la nature de ces opérations. Laurent a soufflé, employant le terme de manœuvres abusives et m'accusant de vouloir le faire passer pour quelqu'un de malhonnête. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai simplement exigé que chaque euro soit retracé, précisant que la vérité s'imposerait d'elle-même, sans que j'aie besoin de l'inventer. La réunion s'est terminée sans aucune validation. Laurent est sorti le premier, refermant la porte avec une brusquerie calculée, juste assez pour marquer son agacement sans franchir la ligne de l'impolitesse. Mon père est resté debout quelques secondes devant moi, me demandant si j'étais fier de mon action. Tout en rangeant mes affaires, je lui ai répondu que je n'éprouvais pas de fierté, mais un immense épuisement. Il n'a pas su quoi rétorquer. La suite des événements a pris du temps. Il n'y a pas eu de résolution magique instantanée. Il a fallu échanger des courriers officiels, consulter un avocat et multiplier les rendez-vous chez Maître Deveau. La succession a été gelée le temps d'examiner l'historique bancaire. Laurent a vu ses projets d'emménagement contrariés. Il n'a pu ni apporter ses meubles, ni transformer le garage, ni agir comme si la propriété lui était acquise. Certaines sommes ont été officiellement reconnues comme des avances sur héritage. D'autres retraits n'ont jamais pu être expliqués de manière crédible. Mon père plaidait l'oubli. Laurent maintenait que ces fonds étaient des dons spontanés. Si cela pouvait être vrai de manière isolée, la fréquence des transactions racontait une autre histoire, celle d'une femme diminuée, d'un fils insistant, d'un mari détournant le regard, et d'un autre fils uniquement sollicité pour combler les déficits. Je n'ai pas cherché à engager de poursuite contre mon frère. Je n'en avais pas l'énergie. Mon unique objectif était que la réalité financière soit intégrée au partage, que la maison ne soit pas engloutie par ses dettes, et que mon père réalise qu'il ne pouvait plus me traiter comme une ressource inépuisable et muette. Bien sûr, l'acceptation ne s'est pas faite en un jour. Mon père m'a envoyé plusieurs messages culpabilisants. Il affirmait que ma mère aurait eu honte, qu'on ne devait pas s'opposer à son frère pour des questions matérielles, et que je risquais de finir totalement isolé si je ne changeais pas d'attitude. Auparavant, ces reproches m'auraient empêché de dormir. J'aurais rédigé et effacé d'innombrables justifications. Cette fois, j'ai simplement transféré les messages liés à la succession à mon avocat et ignoré les autres. Nora m'a demandé si cette distance me faisait souffrir. J'ai admis que oui. Lorsqu'elle m'a demandé si je comptais lui répondre, j'ai dit que non, et que c'était justement là que résidait le véritable changement. Quelques semaines plus tard, un dernier déjeuner familial a été organisé. Je n'avais aucune envie d'y participer, mais Claire m'avait convaincu d'y aller, non pas pour eux, mais pour que la vérité s'exprime au-delà des murs de l'étude notariale. La table était dressée chez mon père. Avec trop de soin, une fois de plus. Les serviettes étaient pliées, les verres alignés, mais l'atmosphère était lourde. Laurent était assis face à moi, les traits tendus. Mon père servait le vin comme si le geste pouvait masquer le malaise général. Au bout de 20 minutes, Laurent a rompu le silence. Il a ironisé sur ma satisfaction supposée de l'avoir fait passer pour un profiteur. J'ai posé ma fourchette, lui rappelant que je n'étais pas responsable de ses propres retraits bancaires. Il a insisté sur le fait que maman connaissait ses problèmes et désirait l'aider. Je lui ai répondu que je n'avais jamais remis en cause l'amour qu'elle lui portait. Il a répliqué avec amertume en saluant ma prétendue générosité. Mon père a crispé sa main sur son verre, ordonnant que la discussion cesse et refusant que l'on transforme le repas en tribunal. Claire, jusqu'alors silencieuse, a relevé la tête. Elle a contredit André, affirmant qu'il n'était plus question de faire semblant. Mon père l'a regardée avec étonnement, lui demandant de ne pas s'en mêler. Elle a répondu qu'elle s'impliquait précisément parce qu'elle s'était trop longtemps tue.
Elle a souligné que tout le monde avait été témoin de mon dévouement, mes allers-retours à l'hôpital, mes travaux d'entretien, mes soirées passées à gérer les démarches. Elle a conclu que la famille avait choisi l'aveuglement par simple commodité, préférant céder aux exigences bruyantes de Laurent tout en profitant de ma discrétion. Laurent a rougi, balbutiant qu'elle ignorait certains détails. Claire a rétorqué fermement qu'elle en savait largement assez. Personne n'a applaudi. Personne ne s'est confondu en excuses larmoyantes. Ce genre de scène n'existe que dans la fiction. Mon père s'est levé pour débarrasser des assiettes à peine entamées. Laurent a fixé la nappe. Moi, j'ai senti ma respiration s'apaiser. Ce n'était pas une réparation absolue. Mais la façade des illusions familiales s'était fissurée. Et parfois, une simple fissure suffit pour enfin respirer. Au fil des mois, la situation s'est clarifiée sur le plan juridique. Le testament de maman a été validé. Le partage a été rééquilibré en tenant compte des avances perçues par mon frère. Laurent a dû renoncer à considérer la maison comme son bien personnel. Mon père a cessé de m'imposer ses volontés par téléphone. Ses appels se sont raréfiés et sa voix a perdu cette intonation impérieuse qui m'avait si longtemps oppressé. Je ne prétendrai pas y être insensible. Constater le déclin d'un père qui perd de son influence n'est en rien une victoire heureuse. Néanmoins, je n'éprouvais plus le moindre désir de m'effacer pour préserver son ego. Le jour où l'acte final a été acté et que j'ai officiellement récupéré les clés, je me suis rendu sur place avec Nora. Les serrures avaient été remplacées de manière formelle, avec l'intervention d'un artisan et une facture à l'appui. J'ai esquissé un sourire en classant le document dans une chemise. Même apaisé, je conservais mes habitudes de traçabilité. La maison dégageait une odeur de bois clos et de poussière. Dans la cuisine, la lumière dessinait les mêmes ombres sur le carrelage qu'autrefois. J'ai ouvert un placard et j'ai retrouvé une tasse ayant appartenu à maman, une simple tasse blanche ornée d'un liseré bleu, légèrement ébréché. Je l'ai posée sur la table. Nora m'a demandé si j'envisageais de vendre la propriété. J'ai observé l'espace qui m'entourait. Les murs, la robinetterie que j'avais réparée, la chaise où ma mère s'installait pour éplucher des fruits, l'endroit précis où mon père posait son journal, et tous ces silences qui avaient occupé les lieux bien plus longtemps que nous. Je lui ai répondu que je n'allais pas m'en séparer dans l'immédiat, expliquant que je devais d'abord réapprendre à m'y sentir chez moi sans appréhension. Nous avons passé l'après-midi à trier divers effets personnels. J'ai conservé des photographies, des documents essentiels, ainsi que la boîte métallique où le testament avait été dissimulé. Je me suis débarrassé des montagnes de publicités et des notices d'appareils obsolètes. Par hasard, je suis tombé sur une ancienne quittance de pharmacie que j'avais réglée. Je l'ai gardée, non par rancune, mais comme preuve tangible de la réalité de mes actes. Pendant des années, ma famille avait réussi à me faire douter de la valeur de ma propre implication. J'étais présent, mais jugé trop distant. J'apportais mon aide, mais prétendument sans chaleur. J'assumais les frais, mais on me reprochait ma rigueur financière. Je répondais à l'appel, mais on ne retenait que les rares occasions où j'osais imposer une limite. Aujourd'hui, je ne cherche plus à corriger leur version de l'histoire. Il paraît que Laurent m'accuse encore de trahison. Mon père murmure à certains proches que l'argent finit par corrompre les relations. Je laisse ces rumeurs s'éteindre d'elles-mêmes. Les preuves sont établies, les volontés de ma mère ont été respectées, et la maison est préservée. Et moi, j'y ai enfin trouvé ma place. Je n'ai remporté aucune bataille. J'ai simplement refusé de continuer à jouer le rôle qu'on m'avait attribué par défaut. Un soir, quelques semaines après le dénouement légal, je me suis assis seul dans la cuisine en cours de rénovation. Des cartons encombraient encore le couloir, une ampoule provisoire pendait au plafond, et le réfrigérateur émettait un bourdonnement qui m'a donné envie de sortir ma caisse à outils. J'ai souri malgré moi. Autrefois, ce bruit aurait résonné comme une énième contrainte imposée. Ce soir-là, je l'ai perçu uniquement pour ce qu'il était, l'appel discret d'une maison qui nécessitait un réglage, et non l'exigence étouffante d'une famille attendant mon effacement. J'ai savouré mon café dans la tasse au liseré bleu. Le silence n'était plus porteur de reproches. Il m'appartenait enfin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.